Multi-21's here. Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour la grande review du Mans, du WEC 2018-2019, de la super saison. Bref, l'énorme review de ce qui s'est passé la semaine dernière. Je suis en compagnie de Louis Matelin. Comment vas-tu, Louis ? Ça va très bien, toujours fidèle au poste. Et ouais, toujours fidèle. Et donc on va revenir sur les résultats de cette course. Alors une course dont on avait parlé la semaine dernière, sur laquelle on avait donné nos petits chouchous. Et on va revenir catégorie par catégorie sur ces 24 heures du Mans 2019 remportées bien évidemment par Toyota, doublé Toyota. Ça on va en reparler. Mais d'abord on va commencer par les petits du fond, par le LMGTE AM, une catégorie dans laquelle on avait cité 5 autos. La 56 de Project One Racing. On avait cité aussi la 98 d'Aston Martin Racing, la 77 de Dempsey Proton Racing, la 85 de Keating Motorsport et la 86 de Gulf Racing. Force est de constater, Louis, qu'on avait plutôt visé juste dans cette catégorie. Oui, on s'en était assez bien sorti. Il y avait quand même des bons teams, même si il y a toujours 2 pilotes amateurs par voiture, mais il y avait quand même des bons teams. Donc on avait réussi à faire un bon choix parce que c'était assez ouvert quand même. Finalement, c'est la voiture du Keating qui s'était imposée sur la piste. Et finalement, la victoire a ensuite été redonnée à la voiture du Team Project One pour un petit souci technique sur la voiture du Keating Motorsport. Alors, on pourrait se dire que la FIA n'avait pas trop envie, enfin en tout cas les instances dirigeantes du WEC n'avaient pas trop envie de voir la Ford du Keating Motorsport gagner, parce que on peut se dire que ce sont des broutilles pour lesquelles la voiture a été disqualifiée. Pour rappel, c'est un temps de ravitaillement qui doit être au minimum de 45 secondes, et là qui était de 44 secondes et demie, quelque chose comme ça, et pour une contenance du réservoir qui était dépassée de 0,1 litre. Donc je crois que c'était 96 litres max et qu'ils étaient à 96,1. Donc on peut dire que c'est un peu idiot de se faire éliminer pour ça, mais d'un autre côté, il faut bien fixer des limites, parce qu'après si on autorise 96,1, on autorise 96,2, on autorise 96,3, et puis il n'y a plus de limite après. Donc c'est sûr que c'est dommage, mais finalement c'est un peu logique aussi. Et c'est une disqualification qui a touché 2 des 5 Ford, puisque en LMGTE Pro, la 68 de notamment Sébastien Bourdet a été disqualifiée pour les mêmes raisons. Mais oui, cette 85 avait fait une belle course avec 3 pilotes qui ont été assez homogènes. Bon, alors bien évidemment, Jérôme Blekemolen est un excellent pilote GT et a porté cette écurie d'une main de maître. Mais Ben Keating, le pilote amateur de cette écurie, s'en est très bien sorti. Et force est de constater que sur la piste, il avait raison. Son projet d'engager une Ford GT en AM a plutôt marché. Et oui, tout à fait. Lui-même d'ailleurs a bien piloté, puisqu'il était sous la menace de Jörg Bergmeister en fin de course. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Et il a très bien résisté. Pour lui, même si la victoire finalement leur a été enlevée et qu'ils ne repartiront pas avec le trophée, je pense que pour lui le pari est réussi, parce qu'il avait eu beaucoup de mal à convaincre Ford de lui confier une voiture, et a finalement réussi, et il a amené cette voiture en tête de la catégorie. Donc il pouvait pas faire mieux. Maintenant, je pense que le problème technique qui a engendré la disqualification de la voiture n'était pas de leur ressort, et que c'était plus un problème du côté de chez Ford que du côté vraiment du Keating Motorsport. Donc pour lui le défi est relevé en tout cas. Tout à fait. On reparlera d'ailleurs des Ford tout à l'heure lorsqu'on fera un bilan de la saison, et on s'interrogera sur la suite. D'ailleurs, on arrive en GTE Pro. Là, on avait cité 3 voitures, mais on avait bien précisé que la course allait être une grande bataille de 24 heures, un grand n'importe quoi. On n'a pas été déçus, très peu de marge à la fin. Alors bien évidemment sur les derniers tours ça s'est un peu augmenté dû à certains problèmes, mais sur l'ensemble de la course on a eu une grosse bataille devant, beaucoup de voitures qui étaient impliquées pour la victoire, et finalement une victoire d'une voiture qu'on n'avait pas pronostiquée, la F Corse numéro 51, la Ferrari numéro 51, qui n'avait plus gagné au Mans depuis 2014, donc un gros retour de Ferrari dans une catégorie où on a vu énormément de batailles. Bah oui, c'était une catégorie très disputée, puisqu'il y a qu'à voir le résultat. Finalement, il y a 4 voitures qui sont dans le même tour après 24 heures de course, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et encore, ça aurait pu être plus, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs safety cars qui ont un peu coupé le peloton, puisque faut rappeler qu'au Mans, quand il y a un safety car, en fait, il n'y a pas un safety car, mais il y en a plusieurs. Donc on peut se retrouver très rapidement à l'autre bout du circuit, alors qu'on était 5 ou 10 secondes derrière la voiture qui nous précédait. Donc ça a provoqué la colère de quelques pilotes engagés dans cette catégorie GTE Pro, mais maintenant jusqu'au bout la course a été très disputée. C'est vraiment une catégorie qui a tenu toutes ses promesses. Alors effectivement la victoire est revenue à F Corse,
Comme tu l'as si bien dit, ils n'avaient pas gagné depuis 5 ans, donc on les avait un peu oubliés, mais il faut jamais sous-estimer Ferrari en endurance, hein, même s'ils sont pas présents dans les plus grandes catégories, ils sont toujours là en GT avec un team officiel qui fonctionne très très bien avec des bons pilotes, et bah voilà, ils ont fait le job. Ils ont notamment résisté aux armadas Porsche et Ford, mais aussi à la Corvette numéro 63 qui a été victime de ces safety cars et qui devait à la sortie des stands attendre le safety car suivant, donc ça lui a coûté énormément de temps sur la piste et malheureusement elle n'a pas pu se mêler pour la victoire finale. Donc c'est vrai que pas mal d'incidents et au final Ferrari qui a été la plus intelligente, la Ferrari numéro 51 tout au long de la course. Peu d'erreurs de stratégie face à des armadas Porsche puisque cette Ferrari a rapidement été abandonnée par sa coéquipière sur panne moteur par la 71. Donc face aux armadas Ford et Porsche qui pouvaient se permettre des stratégies d'équipe, elle a magnifiquement résisté pour empocher la victoire. Donc bravo au team Ferrari. Oui, je voulais juste rajouter un petit truc sur le team Corvette. C'est vrai que ils ont été dans la lutte pour la victoire et c'était un peu une surprise parce qu'ils sont venus que pour les 24 heures du Mans, ils font que le championnat américain, ils connaissent pas trop tous les autres teams engagés en championnat du monde ou même dans les autres championnats ELMS, etc. Mais ils ont fait un boulot exceptionnel pour un one shot, comme quoi c'est possible de venir pour un one shot et de faire du bon boulot, quoi. Ouais, ils tiennent chaque année à venir au Mans pour rendre hommage à cette course. Ils y tiennent énormément, ils ont un énorme respect pour cette course, donc c'est super cool. Ils ont un gros palmarès aussi. Ouais, ils ont un très gros palmarès au Mans, mais ça fait un petit moment désormais qu'ils n'ont pas gagné. C'est sûr que l'année prochaine ils reviendront le couteau entre les dents. Avec quelle voiture? Le mystère reste entier. On passe au LMP2, une catégorie où on a eu aussi énormément de rebondissements, une grosse bataille et le vainqueur final qui n'est pas celui qui devait être si on regarde un petit peu la physionomie de la course, mais qui mérite quand même amplement sa victoire, c'est Alpine, le team Alpine qui gagne pour la deuxième fois de suite. L'an dernier c'était sur tapis vert, donc ils avaient dû revenir fin novembre célébrer le podium tout seul devant 10 personnes, ça n'avait pas de sens. Cette fois-ci ils ont pu célébrer devant l'ensemble des spectateurs des 24 heures du Mans, donc une belle victoire d'Alpine devant la numéro 38 du Jackie Chan DC Racing qu'on avait donné dans nos favoris et la 28 de TDS Racing qu'on avait aussi donné dans nos favoris. Donc voilà, on s'en sort pas trop mal, mais on n'a pas le vainqueur malheureusement. Oui, on n'avait pas le vainqueur, mais on en avait quand même parlé pour le WEC, hein, donc quelque part on l'avait un peu signalé aussi cette Alpine. Mais oui, comme tu le disais, une belle victoire d'Alpine en LMP2, ils ont fait le job, ils n'ont pas eu de soucis, ils ont amené la voiture à l'arrivée avec un tour d'avance sur la deuxième LMP2, donc le contrat est rempli pour Alpine, les 24 heures du Mans pour la deuxième fois et le WEC. Ils ont quand même été un peu aidés par le J-Drive de nouveau qui était plus rapide, hein, qui avait amené cette Horus qui en fait est une Oreca en tête de la catégorie, et puis ils ont été retardés au stand, mais c'est ça les 24 heures du Mans, il faut avant tout ne pas avoir de problème pour espérer s'imposer, et c'est exactement ce qu'a fait Alpine. Et on se demande encore une fois, comme l'an dernier, pourquoi cette Horus, enfin cette J-Drive ne fait pas l'ensemble de la saison WEC. Quand on voit la pointe de vitesse et la qualité du trio de pilotes, c'est à s'en demander pourquoi ils ne le font pas, pourquoi ils se préfèrent rester en European Le Mans Series alors qu'ils auraient tout à fait les capacités d'aller chercher le titre mondial quand même. Oui, il y a peut-être aussi des problèmes financiers, hein. Ça coûte très cher une saison en WEC, ouais. Ça coûte je pense beaucoup moins cher de faire une saison en ELMS, et puis sachant qu'ils sont très très bons en ELMS, ils savent de toute manière qu'ils pourront venir aux 24 heures du Mans, donc après tout le LMS et les 24 heures du Mans c'est déjà un beau programme quand on manque un peu de liquidité. On va passer à la catégorie la MP1 et je vais te laisser me dire qu'as-tu pensé de cette course, qu'as-tu pensé de cette décision de laisser la 8 en tête après le problème arrivé à la 7. Est-ce que pour toi c'est légitime, ou est-ce que pour toi, étant donné que la 7 avait fait toute la course en tête, il fallait la faire repasser devant? Est-ce que Toyota a joué la bonne stratégie, ou est-ce qu'il fallait donner la victoire finale à l'autre voiture? Bah, il y aura toujours des gens pour râler dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, si la 8 avait laissé la 7 l'emporter, on aurait dit qu'on avait un peu spolié les trois pilotes de la 8. Là, la 7 a finalement terminé derrière. On a dit que la 8 aurait mieux fait de laisser passer la 7. C'est compliqué. Maintenant, on peut juste se lamenter que Toyota ait ce genre de choix, quoi, soit tellement devant qu'il puisse avoir ce genre de choix. Maintenant, on va pas se mentir, la 8 était moins rapide. Mais ils n'ont pas eu de soucis et ils ont gagné la course en piste finalement. La 7 a été retardée au stand par des soucis de capteurs, comme la 8 l'avait eu d'ailleurs. Alors c'était pas la 8, c'était la 5 à l'époque, mais c'était le même équipage. L'avait eu en 2016 et avait perdu la victoire à cause de ça. Donc les pilotes de la 8 savent ce que c'est. Ils ne peuvent que compatir au malheur de la 7. Maintenant, la course c'est la course. On va pas commencer à laisser passer des voitures comme ça, d'autant plus alors que le championnat était déjà joué et que c'est la plus grande course du monde.
Qu'as-tu pensé de façon générale de ces 24 heures du Mans? Est-ce que ça t'a plu ou est-ce que on était dans une année creuse? Sans doute en LMP1 c'était le cas, mais est-ce que ça t'as quand même eu l'émotion de ces 24 heures, ou est-ce que les années 2014, 2015, 2016 où on avait 3 constructeurs t'ont manqué? Non, bah écoute, moi c'est toujours un plaisir de suivre les 24 heures du Mans. Comme tu l'as dit, c'était un peu creux en LMP1, parce qu'on savait à l'avance que Toyota allait gagner, sauf très gros retournement de situation. Il y avait quand même une petite lutte pour la 3e place du podium en LMP1, qui a été brillamment remportée par SMP, et Stoffel Vandoorne notamment, avec Vitaly Petrov et Aleshin. Mais dans toutes les autres catégories, le LMP2, le GTE Pro et le GTE AM, il y a eu des belles luttes, il y a eu du beau spectacle, donc c'était chouette. Et puis maintenant, de toute manière, les 24 heures du Mans, ça reste les 24 heures du Mans. C'est toujours, moi j'adore me planter devant la télé ou même être au bord de la piste quand je peux y être, mais pour vous regarder tourner ces voitures sur ce circuit qui est magnifique, ces voitures qui sont magnifiques, hein. Les Rébellions avaient une déco spéciale et c'était magnifique. Même les SMP avec ce bleu chromé sont magnifiques. Même les Toyota finalement sont très belles aussi. C'est des protos incroyables à voir tourner, donc c'est toujours un plaisir de les voir tourner. Puis même en GT, alors déjà en GT Pro avec notamment Ford qui avait des livrets rétro, mais aussi en GT AM, les teams se battent vraiment pour avoir la plus belle voiture, et c'est toujours un plaisir de voir rouler ces voitures-là de jour comme de nuit. D'ailleurs, on n'a pas non plus très souvent l'occasion de voir des voitures rouler de nuit, donc c'est toujours un grand plaisir les 24 heures du Mans, même s'il n'y a pas énormément de lutte aux avant-postes. Ouais, tu l'as dit, on a eu des livrets magnifiques comme chaque année. Je pense à la Project One qui était absolument exceptionnelle. À l'équipage féminin sur la Ferrari, j'ai oublié le numéro. Ouais, c'est la Kessel, je sais plus quel numéro. Je sais plus quel numéro c'était. Je vais te dire ça, je l'ai sous les yeux, c'est la 83. La 83 qui était absolument magnifique aussi comme voiture. On a eu des superbes livrets, les livrets Ford, les 5 livrets Ford qui étaient exceptionnels, qui rendaient hommage pour 4 d'entre elles à des livrets rétro de Ford, et pour la 5e une livrée rétro pas spécifique à Ford mais qui était magnifique. Ouais, la Keating qui était une Porsche qui avait couru dans les années 80 aux États-Unis. Ouais, tout à fait, avec ce sponsor Wins. On a eu les livrets des Porsche officiels avec ces numéros bradés un peu partout sur la voiture. On a eu les AF Corset qui rendaient hommage aux 70 ans de la première victoire de Ferrari. Enfin, on a eu vraiment des décos magnifiques, et c'est aussi un plaisir de voir ces voitures tourner avec des belles décos chaque année. Les Rébellions aussi, c'était superbe. Et là, on n'oublie pas la Dragon Speed numéro 10 en LMP1 qui a roulé avec la livrée Golf. Ouais, qui nous rappelle des grandes années du Mans. Si on passe au championnat du monde, puisque c'est la fin de la super saison, ça y est, on en voit le bout de cette saison un peu compliquée en LMP1, beaucoup plus excitante dans les autres catégories. Et encore une fois, on va commencer par les trophées endurance, on finira par les championnats du monde. Donc on va commencer par le GT AM, championnat du monde remporté par Team Project One. Team Project One qui a remporté les 24 heures du Mans pour sa première saison, qui a remporté le championnat du monde pour sa première saison, qui revient l'an prochain avec des voitures. Énorme team de Project One qui est arrivé de nulle part et qui nous montre déjà tout leur savoir-faire. Oui, ils sont très très bien sortis cette année sur le team Project One. Ils ont fait une très belle saison. Alors 2 victoires contre 3 victoires pour la voiture qui fait 2e, la Dempsey Proton Racing de Campbell et Reed. Enfin, ce sont eux en tout cas qui finissent 2e du championnat pilote. Mais ils ont quand même eu une très belle régularité sur le team Project One. Je pense qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, hein. Ils venaient pas ici en tant qu'amateurs, même si c'était leur première saison. Donc une victoire, je dirais pas logique, mais en tout cas pas si incroyable que ça. Ouais, et il faut noter d'ailleurs, tu fais bien de le rappeler, les victoires de la Dempsey Proton Racing qui arrive 2e. Les 3 premières courses de cette voiture ont été enfin même les 4 premières courses ont été annulées pour cause de capteurs fonctionnant mal sur la voiture et qui avaient entraîné des débits d'essence trop importants. Donc la BOP ne marchait pas sur la Dempsey Proton Racing et ils avaient été exclus des 4 premières courses. Donc forcément le retard était fait déjà sur cette team Project One, mais qui a très bien géré son avance et qui a fini magistralement en gagnant ses 24 heures du Mans, donc qui mérite son titre final. En LMP2, l'autre trophée, eh bien Cocorico, c'est le team Alpine qui, non content d'avoir remporté les 24 heures du Mans 2 années de suite, a terminé toutes les courses de la saison sur le podium. Ça c'est quand même à souligner. Et qui remporte le championnat du monde, enfin le trophée endurance LMP2 devant Jackie Chan et Dragon Speed. Donc une saison très solide encore d'Alpine qui confirme tout le bien qu'on pensait de ce programme de sport auto. Oui, tout à fait. Ils ont fait une saison très très solide. Comme tu l'as dit, ils ont terminé toutes les courses sur le podium et c'est pas rien quand on voit à quel point le LMP2 était disputé cette année.
Donc après voilà, je pense qu'il y a beaucoup de moyens engagés par Renault notamment pour promouvoir la marque Alpine, donc ça leur permet de bien figurer, d'autant qu'il n'y a qu'une seule voiture engagée contrairement à d'autres teams par exemple. Donc mais c'est une stratégie gagnante puisque voilà, ils sont champions du monde, enfin pas champions du monde mais ils remportent le trophée endurance en tout cas, et avec 2 fois la victoire en 24 heures du Mans, donc c'est tout à fait mérité et puis bravo à eux. Ouais, et puis on espère peut-être un jour voir Alpine avec des voitures. Ça avait été le cas à une époque, peut-être pas pour la saison prochaine, mais peut-être pour celle d'après, une saison dont on parlera bientôt. Du côté du GTE Pro, alors Porsche remporte le championnat constructeur devant Ferrari, Ford est 3e, Aston 4e et BMW 5e et dernier. Au championnat pilote, c'est un team Porsche qui remporte le championnat pilote, le team composé de Christiansen et Kevin Estre, devant une AF Corse, celle de Calado et Pierre Guidi qui a remporté les dernières 24 heures du Mans. Et la deuxième Porsche. Alors j'ai plusieurs questions à te poser sur cette catégorie. Déjà, on a vu 3 nouvelles voitures cette année, la Ferrari, l'Aston Martin et la BMW. Une BMW qu'on ne reverra pas. Alors quel était finalement l'intérêt de ce programme pour BMW en venant ici, en ratant complètement la conception de sa voiture avec une voiture trop grosse, trop lourde, qui n'a jamais été dans le coup niveau performance, et pourquoi l'arrêter maintenant et pas tenter de revenir différemment pour la saison prochaine? Du côté de BMW, c'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre la stratégie. Je pense que BMW voulait avoir quelque chose d'assez clair avec d'un côté la M4 qui était engagée en GT4 justement, la M6 qui était engagée en GT3 et puis la M8 engagée en GTE. Maintenant, c'était peut-être beaucoup de choses à développer. Je pense que des teams comme Aston Martin, Porsche ou même Ferrari engagent la même voiture en GT3 et en GTE. Alors bien sûr, c'est pas les mêmes réglementations techniques, mais je pense qu'il y a quand même des petites choses qui peuvent être réutilisées. Donc c'était un peu compliqué de ce côté-là de développer une nouvelle voiture complètement. Ensuite, BMW, est-ce que BMW a vraiment raté la conception de sa voiture? Ça, c'est une question que je me pose parce que il y a toujours cette balance performance qui vient un peu fausser les performances des voitures, les performances pures des voitures, et on a un peu de mal à savoir où ils sont. Notamment, je pense l'année dernière, Aston Martin qui était très très rapide avec une voiture qui avait 5 ans, et dès cette saison-là, avec une toute nouvelle voiture qui théoriquement devait être beaucoup plus rapide, même en se ratant, normalement elle aurait dû être plus rapide, ils étaient moins aux avant-postes et ils avaient un peu plus de mal. Donc c'est toujours, moi je me pose toujours un petit peu des questions à propos de cette BOP, comment elle est gérée et comment sont gérées les performances des voitures. Maintenant, c'est vrai qu'on peut regretter que BMW ne tente pas plus et n'essaie pas plus de faire fonctionner cette voiture. J'espère pourquoi pas qu'on aura des teams allemands qui engageront des BMW en GTAM l'année prochaine. Ouais, et puis comme tu l'as dit, alors précisons déjà que BMW a toujours eu une stratégie un peu spéciale au niveau du GTE parce qu'ils avaient commencé sous cette réglementation-là avec la Z4 qui n'a fait que 3 ans entre 2013 et 2015 et qui courait que dans les championnats américains et européens. Ensuite, pendant 2 ans, on a eu le droit à la M6 qui roulait que en championnat américain et dont ils ont stoppé le développement après seulement 2 ans en début 2018 pour faire la M8. Donc c'est vrai que niveau stratégie, c'est un peu spécial. On se demande où ça va, et puis la M8 est beaucoup plus grosse que la M6. Que ce soit en termes d'empattement, on sait que ça joue beaucoup dans le passage en courbe, mais aussi en termes de poids, puisqu'ils ont dû faire énormément de travail pour l'amener aux 1250 kg réglementaires. Donc, est-ce que des teams privés se risqueront sur cette voiture plutôt que sur les habituels Porsche, Ferrari, voire Ford, puisqu'on va en parler, mais Ford a réussi beaucoup en GTE. Je sais pas, d'ailleurs, parlons-en tout de suite. Ford arrête son programme officiel en GTE Pro, ça c'était attendu, il nous avait dit 4 saisons, ça fait 4 saisons, c'est des normal que ça t'arrête. Est-ce que tu t'attends à voir des Ford GT en GTE AM dans les prochaines années? Écoute, j'espère, parce que les voitures sont magnifiques, donc c'est toujours un plaisir de les voir rouler. Maintenant, il y a des voitures qui sont là, elles sont prêtes, elles roulent bien. Le seul truc qui manque, c'est justement une écurie pour les faire tourner, donc j'espère qu'on verra ça en GTAM, sachant que justement le Keating Motorsport s'est battu pour avoir une Ford à engager en GTAM. Ford a finalement accepté, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une expérience qui s'est avérée positive, donc pourquoi pas, j'espère bien, oui. Si on passe à la catégorie Rennes, au LMP1, alors pas de surprise, Toyota a remporté toutes les courses de la saison sur la piste, s'est fait disqualifier d'une des courses
à Silverstone. C'était la 3e course de la saison, donc la victoire était donnée à Rebellion, mais bon, il n'y avait pas de suspense pour cette saison. Toyota remporte le titre constructeur, le titre pilote, avec le trio composé de Fernando Alonso qui gagne son 3e championnat du monde, 2 en F1, 1 en endurance. Buemi et Nakajima, c'était vraiment une saison, on va pas dire sans saveur, mais sans surprise. Ouais, sans surprise, on savait que ça allait être une Toyota championne du monde, on se doutait que ça allait être la 8, puisque quand on regarde les deux équipages, l'équipage Alonso, Buemi, Nakajima, sur le papier est quand même plus impressionnant que l'équipage Conway, Kobayashi, Lopez. D'ailleurs, Lopez a fait une erreur, était parti en tête à queue durant la nuit l'année dernière au Mans. Cette année, de nouveau, il voulait absolument s'arrêter à cause d'une crevaison. On ne sait même pas s'il y avait vraiment une crevaison. Toyota lui disait de rester en piste et lui, il voulait encore de nouveau s'arrêter. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être penser à un remplacement de José María Lopez qui ne me semble pas tout à fait au niveau des enjeux chez Toyota actuellement. Et puis qui est typiquement un pilote de touring car et pas un pilote d'endurance. Là où le jeune Thomas Laurent, qui a été signé en pilote de réserve chez Toyota, en est un. Oui, mais Thomas Laurent, il est encore assez jeune. On l'a vu encore là chez Rebellion. Il a fait quelques petites erreurs de nouveau. Il va très vite. Il est encore un peu jeune, mais bon, ça, il va s'assagir. Je pense qu'il va être de plus en plus rapide et consistant. Il va faire de moins en moins d'erreurs. Maintenant, est-ce que Toyota prendra la décision de le remplacer de remplacer Lopez par Laurent? C'est une autre question. D'autant plus que il y a quand même quelque chose qu'on oublie de préciser à chaque fois qu'on parle de pilote en endurance, c'est surtout qu'il faut avoir 3 pilotes qui non seulement s'entendent bien, qui ont envie de travailler ensemble et surtout qui ont un style de pilotage assez similaire pour avoir des réglages sur la voiture qui conviennent aux 3 pilotes. Donc est-ce que Laurent coche toutes ces cases? C'est pas dit non plus, mais je pense que Lopez est un peu en dessous de tous ses équipiers chez Toyota. Il faudrait peut-être voir à le remplacer. Ouais, on verra pour Laurent ce qui vaut dans une écurie un peu usine l'an prochain chez Alpine en LMP2. D'ailleurs, l'an prochain, on en parlera dans une vidéo consacrée au début de la saison, donc qui sera faite avant le 1er septembre 2019 pour présenter cette saison 2019-2020. Mais parlons quand même d'une annonce qui a été faite la semaine dernière. Cette annonce, c'est pour la saison 2020-2021, l'arrivée d'une nouvelle catégorie, Exit le LMP1, bonjour l'hypersport, une catégorie basée sur les hypercars tels que la Valkyrie ou la Toyota qui est connue pour l'instant sous le nom de Gazoo Racing Super Sport Concept. Ça, c'est pas très long comme nom. Un très beau nom. Très magnifique, qui sonne magnifiquement bien à l'oreille. Est-ce que tu es content de cette catégorie qu'on attendait quand même depuis un moment et les rumeurs allaient bon train depuis un moment? Bah oui, on attendait cette catégorie depuis un moment. De toute manière, il faut se rendre à l'évidence, le LMP1 hybride qui a quand même eu des belles heures, hein, notamment avec ce trio Porsche, Audi et Toyota qui se battaient, même épisodiquement Nissan, qui se battaient pour la victoire. C'était magnifique. Il y avait des luttes superbes avec des protos qui étaient à la pointe de la technologie et moi j'ai adoré voir ces luttes. Mais avec le retrait de Porsche et Audi, il faut voir qu'aujourd'hui, c'est un championnat qui n'est plus viable, que les teams, il n'y a aucun team usine qui veut de nouveau s'engager avec ce genre de championnat, ce genre de réglementation technique. Donc il fallait passer à autre chose. Et pour moi, le choix de l'hypercar est très 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 intéressant parce que aujourd'hui, on a cette sorte de course à l'armement entre de nombreux constructeurs, mais ça va être Ferrari, McLaren, Aston Martin et d'autres constructeurs aussi que j'oublie, Mercedes aussi et d'autres un peu moins connus, mais qui en tout cas se battent pour essayer de sortir l'arme ultime, la voiture de route ultime. Et finalement, quel meilleur terrain pour se départager que les 24 heures du Mans? Ça a toujours été le cas et ça va redevenir le cas. Les constructeurs vont pouvoir revenir au Mans, montrer toutes les qualités de leur voiture en termes de performance. Et c'est exactement ce qu'on attend des 24 heures du Mans et c'est exactement ce qu'on a envie de voir. Donc, laissez-les faire la course, quoi. Est-ce que tu vois d'autres voitures autres que ces deux-là et des deux concepts qui ont été déjà annoncés par GCK, si je me souviens bien, c'est comme ça, Scuderia Cameron Glinkelos et Baikoles. Est-ce que tu as d'autres SCG, pardon, pas GCK c'est le team de Garage Chicherie en rallycross, SCG et Baikoles. Est-ce que tu as d'autres constructeurs que tu aimerais voir? On pense notamment à Mercedes avec sa fameuse Project One. Est-ce que tu as d'autres constructeurs dont le nom te vient aujourd'hui qui potentiellement pourraient arriver dans cette catégorie avec une voiture? Bah oui, déjà on a Toyota qui va développer une voiture spécialement pour ça parce qu'ils veulent continuer en endurance, donc c'est une très bonne nouvelle, ça va nous rappeler un peu les grandes heures de la GT1. On a déjà Aston Martin qui a annoncé qu'il serait là en WEC avec la Valkyrie, donc
Bah, cette catégorie est faite pour elle. La catégorie est faite pour la Valkyrie. Clairement. Donc moi j'étais ravi de cette annonce et j'ai hâte de voir ce que va donner la Valkyrie au Mans. Et puis notamment ça va permettre à Adrian Newey de revenir un peu sur les terres de ses premières amours, puisqu'il avait travaillé pour March, il avait dessiné des prototypes pour March au début de sa carrière. Et donc, comme tu disais, il y a 2 teams privés qui vont essayer de développer une voiture et qui vont essayer de venir pour ça. Maintenant, effectivement, on s'attend à voir Mercedes, même si j'y crois pas trop. On s'attend peut-être aussi à voir Ferrari, même si là encore j'y crois moyennement. Par contre, j'attends McLaren de pied ferme. Donc voilà. Après, j'espère qu'on aura d'autres surprises et qu'on aura de nombreux constructeurs engagés et qu'on aura une catégorie très très relevée. Maintenant, il faut quand même voir que si des constructeurs viennent en endurance, développent une voiture comme ça et viennent ici pour faire la course, ce sera pas seulement pour montrer leur voiture et pour faire de la figuration. Ils voudront être aux avant-postes et ils feront tout pour être aux avant-postes. Et comme ça avait été le cas avec Nissan, s'ils voient qu'ils ont aucune chance et qu'ils ne se battent pas devant, ils ne resteront pas. Et malheureusement, on peut pas avoir 8 ou 10 constructeurs qui se battent pour la victoire. Donc je pense qu'on aura un nombre restreint de constructeurs, même si le potentiel est très très grand. Ouais, et puis on se dit quand même que c'est dommage de ne pas avoir fait cette catégorie il y a quelques années quand on avait le triptyque, la Ferrari 918 et McLaren P1. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu la faire quand on avait vraiment ces 3 magnifiques voitures. Là, c'est vrai que McLaren a toujours la Senna, mais Ferrari et Porsche n'ont plus ces deux magnifiques voitures en production. Ouais, mais il devrait être capable de ressortir des voitures dans la même veine. Je pense que c'est dans l'ADN de Porsche, dans l'ADN de Ferrari, de construire des voitures de route qui sont toujours plus performantes, toujours plus rapides, toujours plus évoluées. Et donc moi je me fais pas de soucis que d'ici 2 ans il y aura une voiture dans ce genre-là au catalogue des 2 constructeurs-là. Et puis pourquoi pas des constructeurs un peu plus exotiques comme Bugatti. On sait qu'au moment où la Chiron était sortie sous sa version Vision Gran Turismo pour le jeu Gran Turismo Sport, beaucoup de gens s'étaient mis à rêver d'une vision GT aux versions Le Mans pour la Chiron. Donc on attend impatiemment de voir déjà ce que fera le groupe Volkswagen et quelle voiture ils enverront, puisque c'est sûr on verra le groupe Volkswagen quelque part arriver pour cette nouvelle catégorie. Ouais, si déjà il y a une Porsche, on risque peu de voir une Bugatti, mais on peut rêver aussi à d'autres constructeurs indépendants, je sais pas, Koenigsegg, Pagani par exemple, qui aussi ont créé des voitures un peu exceptionnelles. Donc si tant est que quelqu'un pousse derrière et est capable d'apporter les budgets suffisants, on pourrait voir des constructeurs comme ça apparaître aussi. Et puis le groupe Volkswagen était arrivé avec 2 constructeurs à un moment, avec Audi et Porsche qui se sont battus. Alors, ça n'a duré que 3 ans, mais c'était quand même assez intéressant et ça avait lancé un magnifique duel et la catégorie vers les sommets. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ça a été des bonnes 24 heures du Mans, surtout en GT, encore une fois. Magnifique 24 heures du Mans en GT, magnifique 24 heures du Mans en LMP2. C'est vrai que quand on dit ça veut souvent dire que la course en LMP1 a été ennuyante. On se rappelle de certaines années où on ne se rappelle que de la course en LMP1 tellement que c'était excitant. On attend la suite avec impatience. On attend le retour de la saison qu'on présentera bien évidemment sur Multi21. On présentera bien évidemment cette nouvelle catégorie Hypersport plus en détail lorsque l'ensemble des constructeurs sera annoncé. Et merci Louis d'avoir été avec nous pour ces 24 heures du Mans. Tu es notre spécialiste endurance, on peut le dire. Écoute, merci, c'est un titre honorifique qui me fait très plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo de Multi21. Salut! Salut à tous!